Face à l'info, bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure, nous sommes ensemble pendant 1 heure, voici le sommaire ce soir. Malgré 20 ans de présence américaine en Afghanistan, les talibans sont les grands vainqueurs aujourd'hui. Comment expliquer cette victoire? À qui la faute? À Joe Biden ou à ses prédécesseurs? Quelle est la marge de manœuvre diplomatique pour la France aujourd'hui? Et puis, face à un éventuel risque migratoire vers l'Europe, faut-il fermer les frontières? L'édito d'Éric Zemmour. Alors que la majorité des Français approuvent le pass sanitaire, la résistance d'une partie de la population a marqué l'été. Que dit cette résistance de notre pays? Qui sont ceux qui refusent la politique anti-Covid du gouvernement? Faut-il aller jusqu'à parler de police de la santé? Second édito d'Éric Zemmour. Le quoi qu'il en coûte, c'est fini, c'est ce qu'a annoncé Bruno Le Maire la semaine dernière, mais des mesures ciblées resteront réservées au secteur du tourisme, de la restauration ou encore de la culture. La France en a-t-elle encore les moyens? L'argent gratuit s'arrêtera-t-il un jour? Décryptage, Éric de Ridmaten. Après le RMI pour favoriser l'insertion, le RSA pour favoriser l'activité, voici le REJ, revenu d'engagement pour les jeunes, un dispositif pour les sans travail, sans formation, sans diplôme, qui allie allocation et engagement dans l'emploi. Est-ce la réponse au RSA jeune, réclamé par la gauche? Analyse de Dimitri Pavlenko sur cette annonce sociale de la rentrée. C'est grâce à lui que la France a absorbé la Bourgogne, la Picardie, la Franche-Comté ou encore la Provence. Louis XI, ce roi de France incompris, défini comme un génie démoniaque qui a pourtant su renforcer l'autorité royale, meurt le 30 août 1483. Marc Menant raconte les 3 dernières années de sa vie. Voilà, 1 heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes. On commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. Vous nous avez manqué. Ravi de vous retrouver, ravi de vous retrouver. Également. Marc Menant, vous avez acheté un nouveau costume, ça se voit tout de suite. 5 ans en leasing. Ça fait 1 semaine qu'il l'a sur les épaules déjà. Il a un peu vécu déjà. J'arrive ce soir. C'est toujours la même là depuis. Ah bah oui, je vous dis, il faut amortir maintenant. Il vous va bien. Mais c'est du durable. Éric Zemmour, vous avez sorti la cravate, le bronzage, mais vous êtes en pleine forme. Oui, j'ai passé 1 mois et demi de vacances, ça va, je vais pas me plaindre en plus. Non, vous n'avez jamais de vacances, on vous connaît, vous travaillez tout le temps. Donc. Oh, mais non. Au soleil. Éric de Ridmaten. Très bien, écoutez, j'étais chez le coiffeur, vous voyez. Moi aussi. Plaisir à nos directeurs d'information. C'est comme ça que l'on est fautif. Éric Zemmour, ça se voit moins, le coiffeur. Pourtant, je suis allé la semaine dernière, en rentrant. D'accord, vous êtes fait. Vraiment, ils sont très très beaux ce soir. Dimitri, votre rentrée. Écoutez, moi aussi, je suis allé chez le coiffeur. Ça se voit encore moins. Ça se voit pas non plus. Mais moi, je suis dans l'auto-coiffure, c'est ce que je veux dire. Bon, ravi de vous retrouver. Vous m'avez vraiment manqué. Ravi. Nous aussi. Ce soir. Merci, c'est la moindre des choses. Demain, c'est votre anniversaire. Je vous ai à l'œil. J'ai un petit cadeau. Bravo. Un petit cadeau pour vous, peut-être pour les autres aussi, mais ça sera pour demain. Cet été a été marqué par la chute du régime afghan au profit des talibans. Une chute d'autant plus spectaculaire qu'elle s'est faite très rapidement, aussitôt le retrait des troupes américaines engagées. Comment expliquer cette victoire des talibans, malgré 20 ans de présence américaine dans le pays? À qui la faute? Éric Zemmour, Joe Biden, ses prédécesseurs? C'est bien au-delà de Joe Biden, bien au-delà même de ses prédécesseurs. Vous savez, il faut d'abord plonger dans l'histoire quand on traite le sujet afghan, comme tous les sujets. Vous savez, l'Afghanistan a été surnommé au XIXe siècle le cimetière des empires. L'Afghanistan a fait plier les plus grandes nations au sommet de leur puissance. En clair, au XIXe siècle, ils ont fait plier les Anglais, qui étaient la plus grande puissance mondiale. Au XXe siècle, ils ont fait plier les Russes 2 fois, début du XXe siècle et surtout à la fin du XXe siècle, lors de l'intervention en 1980, qui a elle aussi échoué. Et au XXIe siècle, ils font plier les Américains. Donc c'est vraiment une tradition. Vous savez, les Afghans, on va en parler tout à l'heure, vous avez vu l'armée qui s'est effondrée en 15 jours, mais parce que les Afghans ne sont pas des soldats, ils sont des guerriers. Il y a une différence. Vous voyez, c'est un mode de combat qui n'est pas dans nos traditions. Nous avons des soldats.
depuis Louis XI et d'autres rois. Eux, ils ont des guerriers, c'est-à-dire des types qui se battent pour leur sol, férocement, mais pas de façon disciplinée. Donc ça, c'est la première chose. C'est tout simplement l'Afghanistan qui est absolument... qu'on ne peut pas conquérir et qu'on ne peut pas coloniser et qu'on ne peut pas dominer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est un échec américain, occidental, mais c'est un échec global. C'est-à-dire que c'est un échec militaire, c'est le plus évident pour tout le monde. C'est un échec diplomatique, on va le voir pourquoi. C'est un échec aussi, je dirais, des services de renseignement américains et occidentaux, qui n'avaient pas du tout prévu une telle décrue et déroute. Et je dirais même, et je vais en parler après, c'est une défaite philosophique. Je m'expliquerai. C'est une défaite d'abord militaire, bon, c'est une évidence. Les soviétiques, quand ils étaient partis, au moins, le régime qu'ils avaient laissé avait tenu 4 ans. C'est une déroute américaine qui ressemble beaucoup, vous savez, c'était les mêmes images, et les gens de ma génération s'en souviennent, c'est le Vietnam. Le Vietnam, les Américains sont partis en 1973, et en 1975, on avait les images apocalyptiques du fameux hélicoptère sur le toit de l'ambassade, avec le drapeau qu'on arrache comme ça en catastrophe, avec les Vietnamiens qui s'accrochent aux hélicoptères, aux avions, exactement les images qu'on a vues aujourd'hui. Donc pour les Américains, c'est la réédition d'une même catastrophe, mais encore plus vite, parce que là, l'armée vietnamienne avait tenu 2 ans. Là, l'armée afghane a tenu 15 jours. En fait, on a compris qu'il n'y avait pas d'armée afghane. On nous disait, les Américains ont mis des centaines de millions de dollars là-dedans, des milliards de dollars, pour former une armée qui est rien. On nous avait dit 300 000 hommes. En fait, ça s'est réduit à 100 000. Les talibans, finalement, avec 70 000 des vrais guerriers, eh ben, ils les ont écrasés. En fait, ils se sont éparpillés dans la nature, l'armée afghane. Et les Américains ont laissé, j'ai noté, parce que vous allez voir, c'est incroyable, les armes qu'ils ont laissées aux talibans. 75 000 véhicules légers et lourds, 60 chars légers, 50 canons ou mortiers lourds, 7 drones militaires, 200 avions et hélicoptères, 600 000 armes légères. Et alors surtout, la cerise sur le gâteau, the cherry of the cake, comme disent les Américains, ils ont accès aux bases de données biométriques et aux technologies avancées de l'armée américaine, lunettes de vision nocturne, scanner vision, empreintes digitales et données biographiques, tenez-vous bien, de tous les Afghans. Les Américains sont partis, ont offert, finalement, ont laissé tout ça. Exactement. Donc, quand les talibans vont voir ça, ils vont attraper tout le monde. Ouais, toi, qu'est-ce que tu as fait? Toi, qu'est-ce que tu as fait? Ils ont tout. C'est-à-dire, c'est l'alliance entre, vous voyez, une espèce de Moyen-Âge islamique et l'hyper-technologie américaine du 21e siècle. C'est extraordinaire. Donc, ça, c'est vraiment une déroute, mais colossale. Militaire, service de renseignement, je l'ai dit, en juillet, Biden disait, mais pas du tout, l'armée afghane va résister, etc. Enfin, ridicule. Troisième échec, diplomatique. Évidemment, quand les Américains prennent une raclée, qui se réjouit? Les Chinois, les Russes, qui se sont évidemment rapprochés des talibans, qui ont discuté avec eux, parce que vous comprenez, ils sont des voisins. Les Américains, c'est ça qui est... On nous dit, les Américains sont venus pour protéger les femmes afghanes, pour établir la démocratie. Ça, c'est le baratin de propagande américaine et occidentale reprise, le baratin de propagande. Oui. Donc repris par tous les journaux occidentaux et les journaux français. Que nenni. En vérité, les Américains voulaient contenir les Russes, empêcher les Chinois d'accéder aux réserves de lithium qui sont très importantes en Afghanistan, éparpiller le djihadisme un peu pour embêter la Russie qui est voisine, et puis étendre l'OTAN. Vous savez, je fais une petite parenthèse. Dans les années 60, j'ai parlé du Vietnam tout à l'heure. Dans les années 60, le général de Gaulle avait fait un grand discours à Phnom Penh en 67 pour dire « Moi, je ne suis pas l'Amérique là. L'Amérique, c'est l'alliance sur l'Europe, pour protéger l'Europe et la France de l'URSS. Mais l'OTAN qui se répandrait en Asie du Sud-Est, vous voyez, au Vietnam et compagnie, non. Il avait été critiqué par toute la presse américaine et toute la presse française. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Eh bien, les Américains ont réussi. Ils ont emmené l'OTAN en Asie du Sud-Est. Et tous les Européens, y compris les Français, on voit vraiment la bêtise crasse des successeurs du général de Gaulle, ont suivi.
en prétextant que c'était le 11 septembre, à la suite du 11 septembre, qu'il fallait punir Ben Laden, etc. On parlera tout à l'heure du rôle de la France. Très bien. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment un échec américain qui nous a entraîné un échec occidental et français. Donc, une victoire pour les Chinois, une victoire pour les Russes, qui sont très contents quand les Américains prennent une raclée, qui se sont rapprochés des talibans. Je le disais tout à l'heure, je fais une petite incise. Vous aurez remarqué que les talibans, grands étudiants en islam, se foutent complètement des Ouïghours. Les Chinois peuvent persécuter les Ouïghours tant qu'ils veulent, ça n'empêche pas les talibans de se rapprocher des Chinois. Vous voyez, c'est une petite allusion aux manifestations au Pakistan, en Afghanistan contre la France, quand on a osé dire qu'on défendait notre modèle laïque. On n'a exterminé personne, on n'a envoyé personne dans des camps. Là, les Chinois, eux, ils persécutent les Ouïghours et les talibans s'en moquent éperdument. Donc, grande victoire, grande défaite diplomatique. Et la dernière défaite, et là vraiment, si vous me permettez, j'insiste là-dessus, parce que je pense que c'est la plus importante, c'est la défaite philosophique. C'est-à-dire que l'Amérique et l'Occident a eu l'ambition, la prétention, je dirais même l'hubris, de changer l'Afghanistan et d'en faire une Suède social-démocrate. C'était ça l'objectif de Bush au début du XXIe siècle. C'est un échec absolu. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu la démocratie, il n'y a jamais eu la liberté, il y a le régime corrompu qui a été enseveli sous les dollars. Hein. J'ai vu que le président afghan s'était sauvé avec des tonnes de billets, etc., de dollars et tout. Il s'était enfui en Arabie Saoudite ou que sais-je. Donc c'est pour vous dire, la corruption. Et surtout, les talibans ont gagné pourquoi ? Parce qu'ils incarnaient la tradition, le tribalisme, la religion, c'est-à-dire ce que voulaient les Afghans. Et quand on nous bassine avec « mais ils veulent nos valeurs » et tout, mais que nenni ! Tout ça est faux. Et donc c'est un échec absolu. Vous savez, après la Révolution française, il y a en gros deux théories qui se partagent l'esprit occidental. Il y a la théorie de la Révolution française, des droits de l'homme, qui est que tous les droits de l'homme doivent être répandus sur toute la planète et que les hommes sont interchangeables et qu'ils veulent les mêmes droits, etc. Et puis il y a Joseph de Maistre, grand théoricien réactionnaire, qui dit « pas du tout ». Et il a une fameuse phrase, il dit « moi, j'ai jamais rencontré d'hommes. J'ai rencontré des Italiens, des Français, des Allemands. » Il aurait pu ajouter « des Afghans ». Il dit même « je sais depuis Montesquieu qu'on peut être persan ». Il aurait pu dire « je sais aujourd'hui qu'on peut être afghan ». Mais quand on est afghan, on n'est pas un social-démocrate suédois. On est un type qui veut la charia pour son peuple, qui veut l'islam et qui veut être gouverné selon un système politique qui n'a rien à voir avec la démocratie citoyenne, mais avec un système tribal. Il n'y a pas une différence entre ceux qui veulent décider et le peuple afghan ? Vous savez, il y a eu un sondage par un institut américain, le Pew Research, c'est ça ? Je m'excuse pour l'accent. En 2013, on a demandé aux Afghans, est-ce que vous êtes pour la charia ? On avait 99%, vous m'entendez ? 99% d'Afghans qui ont répondu oui. On avait 85% d'Afghans qui étaient pour la lapidation des femmes adultères. Comment vous expliquez la fuite des Afghans ? Mais parce que, si vous voulez, d'abord, il y a deux choses. D'abord, il y a des gens qui ont travaillé avec les soldats américains, avec les forces américaines, éventuellement avec les forces françaises, donc qui sont vus comme des collabos et qui vont donc risquent d'être massacrés. Il y a des tribus qui sont opposées dans leurs conflits tribaux entre les Pashtuns, les Tadjiks, etc., qui sont opposés aux talibans et donc qui ont peur de la répression. Il y a aussi les cultivateurs de pavots. Parce que je rappelle que quand les talibans, on ne le dit jamais ça, parce qu'on veut donner une image uniformément noire du mouvement taliban, mais quand les talibans étaient au pouvoir, ils ont éradiqué la culture de pavot. Et c'est les Américains qui l'ont laissé prospérer de nouveau. Ça, on ne le dit pas. Et quatrièmement, vous savez que ce sont les talibans qui faisaient le contrôle aux aéroports. Donc, ils ont très bien pu laisser passer des hommes à eux pour aller mettre des bombes en Europe. D'ailleurs, on a déjà noté, je crois, mais on en parlera après, c'est votre question d'après, oui. C'est ça, j'imagine. Donc voilà, je pense que là, il y a... Militaire, diplomatique, philosophique. Exactement.
Face au retrait américain et à la déroute du gouvernement afghan, Emmanuel Macron, on va regarder un petit peu du point de vue français. Lui, il tente de jouer sa partition. On a vu qu'il était en déplacement en Irak ce week-end. Il a expliqué vouloir engager le dialogue avec les talibans à condition que le nouveau régime respecte certains principes, comme les droits de l'homme, et permette l'évacuation de réfugiés politiques. Que peut réellement la France aujourd'hui? Pas grand-chose. Et est-ce que c'est un échec de la France? Alors, je vous ai dit, c'est un échec de la France parce que les Français ont été associés par leurs dirigeants à une intervention où ils n'avaient rien à faire et qu'il y a quand même eu 90 soldats français morts. Et 700 blessés. Et ils sont partis en 2014. Pour rien. Pour rien. Vous me direz, il y avait 2300, je crois, 45 soldats américains morts. Mais pour rien du tout. Les Français n'avaient rien à faire là. Nous n'avions pas à aller avec les Américains dans une expédition qui n'avait aucun intérêt. Un engagement au sein de l'OTAN. Oui, mais l'OTAN n'a pas... Ça, c'est très bien, Christine. Mais je vous ai dit tout à l'heure, l'OTAN, son domaine d'intervention, c'est l'Atlantique Nord. Ce n'est pas l'Asie du Sud-Est. Voilà, donc je vous ai répondu. Alors maintenant, pour la France, je vois bien le jeu, c'est de bonne guerre, comme les Américains s'en vont, que les Russes et les Chinois approchent, que le Qatar... Une grande victoire pour le Qatar aussi, on ne le dit pas, parce qu'ils sont très proches des talibans et tout ça. Donc les Français essayent de jouer leur rôle, de garder une empreinte, etc. C'est de bonne guerre. Mais honnêtement, l'armée française a plié bagage depuis longtemps, et elle a bien fait. Donc, si vous voulez, on n'a pas un grand intérêt. Surtout, on ne présente pas un grand intérêt pour la région, parce que on s'est associé, justement, aux Américains. Si, depuis le début... on avait tenu le discours du général de Gaulle face au Vietnam, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On aurait pu, après, venir et dire « Bon, ben voilà, on n'était pas pour cette expédition néocoloniale, et on est, nous, respectueux des identités, des... » Non, on ne dit pas ça, on dit toujours, Emmanuel Macron le premier, « Ah, mais il faut qu'ils respectent les droits de l'homme. » Mais on n'a pas compris que ça ne les intéresse pas. Ils se foutent des droits de l'homme. En tout cas, de notre conception des droits de l'homme. Pour eux, c'est un truc d'occidentaux décadents. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc arrêtons d'essayer, même dans nos discours, de leur dire qu'il faut qu'ils respectent ceci, cela, qui sont notre philosophie de la société. Il faut qu'on comprenne qu'on n'est plus au 19e siècle et qu'on n'impose plus de façon coloniale notre philosophie de l'existence et de la société politique. Toujours pour rester un petit peu dans la marge de manœuvre de la France, la chute du régime afghan risque de propager, on l'a à peine évoqué là tout à l'heure, une nouvelle vague migratoire en Europe. Qu'est-ce qu'on doit faire? Fermer les frontières ou bien les ouvrir? Si oui, à quelles conditions? Alors, j'ai entendu Emmanuel Macron dire qu'on allait sauver tous les Afghans en danger. Cette phrase m'a terrifié. Pourquoi? Les Afghans en danger, d'après moi, il y a tout le peuple afghan. Il est objectivement, avec nos critères, il est en danger. Donc on va accueillir des dizaines de millions d'Afghans. Merci. Donc il sait très bien que c'est pas le cas. Deuxièmement, j'ai aussi entendu, et même dans des gens dans la bouche de gens qui craignaient une immigration massive, etc., j'ai entendu dire « Ah, il faut au moins récupérer ceux qui travaillaient pour nous, on leur doit bien ça. » Je tiens à dire ici qu'on leur doit rien. C'est eux qui nous doivent. C'est nous qui sommes allés nous battre pour eux. C'est nous qui sommes allés nous battre pour leur liberté. Il y a 90 morts français. Les Afghans qui ont travaillé pour l'armée française ne sont pas les harkis. Ils ne se sont pas battus pour nous. Il faut bien remettre les choses à leur place. Hein. On ne leur doit rien. Moi, je suis hostile même à l'arrivée des Afghans qui ont travaillé pour nous. Ils ont travaillé pour nous, ils ont gagné de l'argent, ils ont travaillé, etc., qui se débrouillent. Et si on leur a promis? Mais on a eu tort. Après, vous savez, le problème, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'Afghans en France. On a, d'après les chiffres que j'ai vus, 45 000 Afghans officiels qui ont un titre de séjour. D'après ce que je lis aussi, en vérité, on en a 100 000. 100 000 selon M. Gilles, qui est le président de l'amitié France-Afghane. Merci, ma chère Christine. Donc, à partir de là, c'est déjà beaucoup. On a importé leur querelle, je disais tout à l'heure, entre les Tadjiks, etc., et les autres. On a importé leur querelle dont on n'a que faire. Ce sont déjà des gens qui sont hyper violents. On a eu, je crois, j'ai vu des chiffres, la moitié des affaires criminelles en lien avec les migrants viennent des Afghans.
Vous vous souvenez du jeune homme, du jeune Timothée, je crois, assassiné à Villeurbanne. On a d'innombrables affaires de viol et de violence, d'agression sexuelle sur les femmes avec les Afghans. Donc je ne vois pas l'intérêt d'en avoir encore plus. Pas tous les Afghans. Évidemment, avec des Afghans. Maintenant, je connais le sens entre le nom... Revenons à nos basiques. L'article défini et l'article indéfini. Non, mais c'est vrai, en plus, je n'invente rien. En plus, ce qui est très intéressant, c'est que depuis quelques années, il y a un énorme laisser-aller du droit d'asile en France pour les Afghans, qui, pourtant, ne sont pas vraiment intéressés par la France. Au départ, ils vont en Angleterre, ils vont en Allemagne, ils vont en Suède. Ils n'ont pas envie d'être en France. Mais comme les Anglais et surtout les Allemands ont serré la vis et fermé le robinet, puisque je crois que les Allemands ont accepté 15% des demandes d'asile d'Afghans, et qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils viennent en France. C'est pas leur premier choix. Merci, c'est les fameux Dublinés. Et alors nous, généreusement, on est là à donner, je crois, 90% d'accords moi, je parle de quand ils passent en appel à la Cour nationale du droit d'asile. Ça fait que 80% qui demandent obtiennent l'asile. Voilà, et voilà, c'est ça. Et puis 90% en appel. Voilà, on est d'accord. Donc c'est énorme. Je ne vois pas l'intérêt de donner l'asile à des Afghans. Je répète que le droit d'asile, c'est pour une personne, deux personnes, ce qu'on appelle les combattants de la liberté. Parce que moi, je donne toujours le même exemple. Le droit d'asile, c'est Victor Hugo à Guernesey. Ça, c'est le droit d'asile. Voilà. C'est Solzhenitsyn aux États-Unis, dans le Vermont, je crois. Ça, c'est le droit d'asile. Mais des dizaines de milliers de personnes, ce n'est pas le droit d'asile. C'est tout. On n'a aucunement l'obligation de les accueillir. Il n'y a pas de devoir de les accueillir. Au contraire. Et je vous disais tout à l'heure que les talibans faisaient la police sur les aéroports et donc sélectionnaient ceux qui prenaient l'avion et ceux qui ne prenaient pas. Ils peuvent très bien mettre, et ils les ont pris. On a vu déjà la DGACI qui a alerté sur 4 ou 5 profils. Comment ? Sur 5 profils. Voilà, douteux. Exactement. Et d'après moi, il y en a qui n'ont pas vu passer. Hein, je vous rappelle que le Bataclan, c'était des types qui avaient profité de l'exil des Syriens. Donc on va avoir exactement la même chose. Donc je pense que c'est une folie de plus. Vous savez, c'est assez simple à comprendre. Hein. À force de recevoir de plus en plus de gens venus de pays musulmans qui ont une approche de la vie différente de la nôtre, eh ben, on crée en France de plus en plus de lieux où il y a une civilisation étrangère et qui n'a rien à voir avec la nôtre, qui s'installe et qui fait souche. Voilà. J'ai vu, selon les chiffres, que l'Allemagne accueille beaucoup plus que nous, comme le Pakistan 1,5 million, l'Iran 780 000 réfugiés, l'Allemagne 180 000, la Turquie 130 000, beaucoup plus que nous, l'Autriche 47 000, et nous, en France, on a 45 000 réfugiés. Enfin, en fait, on a 100 000. L'Autriche a refusé d'accueillir des Afghans là. L'Autriche a refusé. Le Danemark aussi. Et alors, le meilleur, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les États-Unis. Oui, parce que les États-Unis, ils ne font pas partie des 6 premiers. Vous savez qu'est-ce qu'ils font, les États-Unis ? Les États-Unis, ils nous donnent les avions pour prendre les Afghans. Hein ? Et puis, eux, les Afghans qu'ils prennent, ils les mettent au Kosovo. Exactement. Moi, j'admire. J'aurais aimé que la France fît la même chose. Hein ? C'était pas mal joué. Je ne vois pas, je le répète, on n'a aucun devoir d'accueillir le moindre Afghan. Et si les Afghans veulent s'opposer aux talibans, hein, qu'ils se battent contre eux. S'ils ne sont pas contents de ce régime, qu'ils se battent contre eux et qu'ils les affrontent. Et puis c'est ça, je suis désolé, quand dans un pays on n'est pas d'accord on n'est pas d'accord avec le régime qui s'installe, eh ben on le combat. Hein. Les Afghans sont des grands combattants, je l'ai dit tout à l'heure, des grands guerriers. S'ils ne sont pas contents du gouvernement taliban, qu'ils le combattent. Mais je répète, ils partagent à 90% ou à 95% ou à 99% les valeurs des talibans, qui ne sont pas les nôtres. C'est tout. Le Tadjikistan, le Canada, le Kosovo, ce sont les pays qui accueillent les États-Unis. Mais comme vous dites, les États-Unis, on attend de voir les chiffres. Pour l'instant, on ne les a pas réellement. Une réaction, Marc Menon ? Oui, ne pas oublier, vous avez fait l'impasse sur ce qui s'est passé dans les années 60, où il y a eu un roi afghan
avec une occidentalisation. Apparemment, une... Les fameuses photos, les filles en mini-jupe, etc. Voilà. Non, mais c'est bien de le rappeler. Bien sûr. Parce que les femmes votaient en Afghanistan 25 ans avant la France. Voilà, donc il y a eu quand même cette tendance. Bon, je suis d'accord avec vous, je crois que quand on est citoyen d'un pays, on a un devoir de résistance. Ça, je suis d'accord avec vous. Reste qu'il y a une véritable question sur des femmes qui se retrouvent là dans une situation d'urgence, ce que je veux dire, et pour des petites filles et autres, et je n'ai pas de solution. Mais comment avoir philosophiquement une capacité de leur permettre au moins d'entrer en résistance? Est-ce que l'on peut les soutenir, faire en sorte que ces gens-là ne soient pas démunis, surtout que quand on reprend l'héritage dont vous nous avez parlé tout à l'heure, de ce qu'ont laissé les Américains, là, ils sont suréquipés. Absolument. Et ceux qui ont envie de passer à l'action, ils vont avoir du mal. Rappelons que sur les réfugiés afghans, seuls 8% sont des femmes. 8% seulement. Vous voyez, c'est intéressant. Donc ça veut dire 92% d'hommes. C'est pas eux qui souffrent. Donc vous voyez bien que c'est complètement délirant d'accueillir encore plus d'Afghans. Déjà, ceux qui sont là ne devraient pas être là. Et pour répondre à Marc, je suis d'accord, sans doute que les femmes vont souffrir de subir leur habit, leur prison de tissu. Vous avez tout à fait raison. Mais ce n'est pas mon problème. Je vous dis la vérité, ce n'est pas mon problème. C'est dur, c'est dur, oui, c'est dur. Ça, quand même. Oui, c'est dur. C'est dur, mais vous savez, c'est un vieux sketch de Coluche, ça. Le malheur humain est trop grand pour l'homme. Moi, je n'ai pas en charge les femmes afghanes. Moi, je suis comptable et ce qui m'intéresse, c'est les femmes françaises. Et les femmes françaises sont en danger. Plus il y a d'Afghans, plus les femmes françaises sont en danger. Donc c'est ça l'intérêt. Moi, les femmes afghanes, pardonnez-moi, mais ce n'est pas mon sujet. C'est pas aussi systématique. Plus il y a d'Afghans, plus les femmes françaises sont c'est statistique. Est-ce qu'on aide un peu en armement le fils du commandant Massoud, etc. Oh. Est-ce que l'on a au moins... Je pense que c'est de l'utopie. Avec le romantisme BHélien du commandant Massoud. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je vous pose la question. Est-ce que l'on doit quand même avoir une action d'aide par rapport aux combattants? Je pense que non. Ce n'est pas notre problème. On a déjà beaucoup de problèmes en France. Beaucoup. Donc ça suffit de vouloir aider la terre entière. On devrait aider les Français. On a beaucoup de boulot déjà. En fait, vous êtes d'accord, Dimitri, sur le fait que cette utopie philosophique de l'universalisme est morte? Bravo, c'est exactement ça. Comme l'a expliqué Éric Zemmour. Non, mais bien sûr, mais c'est tout le concept de state building, construire des États. Il y avait dans le Figaro l'autre jour une interview passionnante de François Sureau, qui est un ami, un conseiller d'Emmanuel Macron et de sa fille, qui connaissent très bien l'Afghanistan. Et Ayam Sureau disait précisément, mais d'abord, est-ce qu'on est certain que les États occidentaux sont allés en Afghanistan pour faire le bien, pour importer la démocratie? Et elle rappelle des choses très simples, c'est qu'aujourd'hui, des choses qui nous paraissent évidentes, comme l'idée de rétrocéder une partie de ce qu'on gagne à l'État pour financer la solidarité nationale, le fait de ne pas se venger, ce genre de choses qui fait que ce qu'est notre État, qui est le produit d'une histoire, ça n'a rien d'évident. Et effectivement, les Afghans aujourd'hui... Et alors sur les guerriers contre soldats, justement, c'est un Américain qui disait cela, qui critiquait la décision de Joe Biden, non pas de partir, mais la manière dont ça s'est fait, c'est-à-dire dans une précipitation, donc un problème d'exécution. Il disait, on aurait sans doute mieux fait de leur donner des armes, comme on l'a fait avec les Kurdes en Syrie, plutôt que de vouloir bâtir une armée, puisque l'armée, c'est l'outil d'un État. Or, en Afghanistan, il n'y a pas réellement d'État. Mais vous savez, chère Christine, il faut bien comprendre une chose, et Dimitri a 1000 fois raison. La notion de citoyenneté, qui naît en vérité de la Révolution, mais parce qu'il y a eu l'État monarchique pendant 1000 ans. C'est une progression historique, on sait très bien. C'est le propre des pays issus de Rome et de la Grèce antique et du christianisme. Ça n'existe pas ailleurs. Il n'y a pas de citoyens dans le monde chinois. Il n'y a pas de citoyens dans le monde musulman. Ce n'est pas une conception de ces civilisations-là. C'est une conception de la civilisation chrétienne et gréco-romaine. Il faut bien comprendre ça. Donc quand on arrive avec nos gros sabots et qu'on leur dit « Ah, vous allez devenir des citoyens », je me rappelle de cet imbécile de Bush qui disait en Irak « un homme, une voix ». Il a eu les chiites qui ont gagné et qui ont persécuté les sunnites parce que les sunnites les avaient persécutés pendant des dizaines d'années. Voilà ce qu'il a eu. Emmanuel Macron dit ni ingérence ni indifférence.
c'est de la com. En tout cas, j'aurais aimé vous poser encore des questions peut-être sur le rapport par rapport au Mali, par rapport au Sahel, mais on aura encore d'autres jours. Un autre jour, peut-être si vous voulez. Vous avez raison parce que c'est notre Afghanistan. Et voilà. Et d'ailleurs. Et ça m'intéresse beaucoup. Mais j'aimerais que vous preniez le temps pour m'expliquer un peu. Ok. Mais allez-y, je vous allais dire quelque chose. Non, mais vous avez vu qu'Emmanuel Macron a retiré l'armée. Il a fait son Biden. Et il a eu raison d'ailleurs. Moi, je ne le critique pas pour ça. À la différence au Mali, mais on en parlera. C'est que le Mali, la France a été appelée. L'Afghanistan, on n'a pas été appelé. C'est très juste. Mais on en parlera certainement pendant la semaine. On va parler tout de suite économie avec vous et Éric de Rijnmaten. L'État n'a pas fini de soutenir l'économie, puisque même si les choses vont mieux, on part quand même sur un vent d'optimisme pour cette rentrée. Il y a des secteurs en grande souffrance avec la crise sanitaire. Ils étaient reçus aujourd'hui par le ministre de l'économie à Bercy. L'argent va continuer de couler, mais la France a-t-elle encore les moyens de pouvoir payer, aider ce quoi qu'il en coûte qui n'est finalement pas terminé? C'est vrai, on entendait la semaine dernière la fin du quoi qu'il en coûte, donc on se disait ça va s'arrêter, on va remettre les caisses de l'État d'aplomb. Et quand on voit les problèmes que rencontrent un certain nombre de secteurs, et ils sont très nombreux, la liste a été citée tout à l'heure, c'est vraiment le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des parcs de loisirs, enfin les cafés, tout ce qu'on veut, enfin c'est vraiment le cœur de l'économie qui continue de souffrir. Et si vous voulez, les aides, on dit elles s'arrêtent. Mais le quoi qu'il en coûte, il s'arrête. Je reprends l'expression d'une ancienne publicité. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Si vous vous rappelez de cette publicité pour Pec Citron, ça me revient. Voilà, c'est Pec Citron. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. On renverse la bouteille quand on fait la vaisselle. C'est un peu ça. Pourquoi je dis ça? Parce que Bruno Le Maire a dit, vous inquiétez pas, le fonds de solidarité, il s'arrête au 1er octobre. Mais il continuera. Sous une autre forme, sous un autre nom. Oui, mais mieux ciblé. Il sera mieux ciblé. Alors c'est vrai qu'il y aura toujours, il faudra quand même montrer qu'on a eu une perte de 10% par rapport toujours à 2019, à la même période. Il faudra montrer aussi que les entreprises ont eu 15% de chiffre d'affaires quand même par rapport à... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui se disent « Oh ben non, j'ai pas envie de reprendre le boulot », ceux-là, ils n'auront plus d'aide. Pareil pour les restaurants qui refuseront le pass sanitaire. Ça, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais ça veut dire que les aides, elles seront mieux contrôlées. Mais quand même... il va y avoir de l'argent qui va sortir. Et c'est ça qui est inquiétant parce que je lisais ce matin un édito des Échos et c'est vraiment très important de dire que l'heure du retour à la normale n'est ni pour aujourd'hui ni pour demain parce que le monde change et que les dépenses vont continuer. Surtout les questions comptables et financières. Là, on n'est pas sorti vraiment des difficultés. Et tout le monde s'inquiète justement de l'évolution des dépenses aujourd'hui. Oui, parce que la semaine dernière, c'est Nicolas Bavrez qui disait que la France a totalement perdu le contrôle de ses finances. Faut rappeler les chiffres. Ils ont été... précisé tout à l'heure, 35 milliards d'euros depuis mars 2020 pour le fonds de solidarité, le chômage partiel, 35 milliards d'euros sortis, et puis après vous avez cette bombe à retardement qu'est le prêt garanti par l'État, c'est-à-dire que ces entreprises qui ont souscrit un emprunt, qui vont devoir le rembourser à un an, ça fait quand même 160 milliards, alors bien entendu que ça ne sort pas des caisses de l'État, mais il faudra bien rembourser cet argent, il y a 700 000 entreprises qui ont été concernées. Intéressant aussi de voir ce que dit Patrick Artus, l'économiste. Il va falloir compter l'argent à partir de maintenant. C'est ce qu'il disait hier dans le journal du dimanche. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que le déficit de la France atteint presque 10%, enfin disons 9%, puisque on pensait 10, ce sera 9. Mais que la règle de Maastricht, c'est 3%. Donc ce sont les 6% qu'il va falloir traiter. Comment on va descendre le déficit de la France qui est abyssal, qui est considérable? Est-ce que ce sont les économies faites par l'État? Donc là, vraiment, c'est le vrai point d'interrogation. Est-ce que l'État va faire des économies? D'ailleurs, Patrick Artus dit, je pense que maintenant, il est temps de mettre en route les réformes promises par Emmanuel Macron, notamment les réformes des retraites. Il ne faut pas oublier que la retraite absorbe 14% de la richesse nationale de la France et qu'il le dit ouvertement, il va falloir réformer et augmenter le nombre de trimestres. Sinon, on ne s'en sortira pas. Et puis, on en parlera dans un instant, le revenu jeune qui sera mis en place bientôt. Là, c'est une somme considérable, c'est 1,5 milliard à 2 milliards d'euros. Donc tout ça pour dire que si on additionne tout ce qui va arriver, et là, c'est le vrai souci. Vous allez avoir Emmanuel Macron s'est engagé sur des dépenses somptuaires, la sécurité, la justice, le logement, la recherche, la santé. Demain, vous apprendrez par exemple que pour financer la sécurité sociale l'an dernier, on n'aura pas assez d'argent. On ne sait pas combien on va devoir mettre sur la table. 5 milliards, 6 milliards. Là, rien que les tests en 2021, les tests Covid, ça a coûté
coûter 6 milliards d'euros. Et si vous reconduisez ça, alors les tests seront payants l'an prochain, mais il va y avoir de nouvelles dépenses avec la 3e dose vaccinale et les jeunes qui vont se faire vacciner. Donc on ne sait pas comment on va gérer ça. Il y a 5 milliards sur le projet de loi de finances rectificatif et pour l'instant incapable de budgéter ça. Alors, peut-être que vous voulez savoir aussi la fameuse question de la dette, puisque effectivement, on a la chance d'emprunter à taux zéro. Elle reste indolore. Les Américains, on a eu peur la semaine dernière, puisque Jérôme Powell, qui est vous savez, le patron de la Banque fédérale américaine, la Réserve fédérale, a dit que ça allait changer à un moment ou à un autre. Pour l'instant, tout le monde a soufflé, parce que aux États-Unis, ils ont une inflation à 5,4% sur un an, et les taux restent à 0%. Et d'ailleurs, Jérôme Powell a dit on va arrêter de racheter des dettes. Ce n'est pas encore pour l'instant fait, mais il annonce déjà la couleur. En Europe, ce n'est pas le cas. On continue toujours, bien sûr, d'effacer les dettes, de les racheter. Ce qui fait que Christine Lagarde s'est engagée à ce que les taux restent bas. Mais pour combien de temps? Et ça, c'est la véritable crainte pour l'avenir. On le dit et on le répète, si les taux se mettent à monter, là, la charge de la dette de l'État va exploser. Et la grande question, pour résumer tout ça, c'est comment va-t-on demain assainir les caisses de l'État? Même si on dit le quoi qu'il en coûte se termine, on aura toujours quand même cette épée de Damoclès sur la tête. Et malgré la reprise de la consommation? Alors la consommation, 6% de croissance cette année, bien sûr, mais vous avez des secteurs comme l'hôtellerie qui souffrent encore, vous avez la restauration, vous avez l'hôtellerie, vous avez les parcs de loisirs, vous avez les agences de voyage, le secteur de la montagne, à tel point que de nouvelles réunions auront lieu courant novembre pour justement aider ces secteurs. Donc vous voyez que le quoi qu'il en coûte, c'est pas fini. Est-ce que cet emprunt gratuit ne va pas finir par entacher notre souveraineté? Notre souveraineté, je ne sais pas, puisque pour l'instant, comme vous l'avez dit, les taux sont à zéro. Donc on arrive à ne pas... Ça, ce n'est pas un poids supplémentaire. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, vous avez raison. Mais en revanche, j'ai lu, vous vous souvenez, il y avait un papier excellent de Jean-Pierre Robin dans le Figaro, qui disait qu'on avait dépensé le double de ce qui était nécessaire. On a trop dépensé. Là, je pense que le ministère des Finances a une responsabilité énorme. Les États-Unis, 4 à 5 fois plus. Hein. Ah ben ça, j'ignorais. Je suis sûr que les Allemands en ont dépensé moins. Mais si je peux me permettre, le vrai sujet, c'est... Effectivement, on a dépensé 17 points de PIB en un an. Mais le sujet, c'est... Est-ce qu'on est un pays détenu ou un pays détenteur? Cette dette que l'on crée, que l'on génère, est-ce que nous la détenons? Est-ce que nous sommes nos propres débiteurs ou est-ce que c'est l'étranger qui nous détient? Vous voulez dire qu'en Italie et au Japon, ce sont les Italiens et les Japonais qui détiennent la dette nationale. Or, en France, c'est, je crois, plus de la moitié, ce sont les étrangers. Voilà, alors effectivement, c'est la Banque centrale qui a racheté beaucoup de notre dette. Absolument. Tout l'enjeu, c'est savoir s'ils réduisent le volume de leurs achats de dette. À ce moment-là, il faudra bien qu'on trouve des acheteurs. Et on est dans une... Alors qu'on est déjà, je vous dis, les étrangers représentent plus de la moitié déjà. Oui, mais sur des titres plus anciens. Mais c'est vrai, moi je pense que le vrai sujet, c'est ça. Est-ce qu'on est détenteur de notre dette ou est-ce que nous sommes un pays détenu? Alors, le pass sanitaire n'a ralenti ni la consommation, ni la croissance, ni l'investissement en France. C'est ce qu'a dit Bruno Le Maire. On parlera du pass sanitaire dans un instant avec vous, Éric Zemmour. On se demandera pourquoi cette résistance française. On a envie d'avoir évidemment votre regard là-dessus. Restons dans l'économie, Dimitri, avec ce revenu qui va être annoncé cette semaine. C'est l'une des annonces gouvernementales importantes de la rentrée. Jean Castex doit dévoiler donc le revenu d'engagement pour les jeunes voulu par Emmanuel Macron. En quoi ça consiste exactement ce REJ? Alors c'est un revenu d'engagement. Hein. Ça veut donc dire donnant-donnant. C'est-à-dire je te donne de l'argent, en échange, jeune, tu vas signer un contrat. C'est véritablement l'idée. Et à quoi va s'engager le jeune, donc 18-25 ans? Effectuer tout un parcours qui doit l'amener aux portes du marché du travail. Donc c'est un parcours de formation qualifiante ou bien de retour en études, etc. En échange, l'aide, elle s'élèverait donc à 500 € par mois, si en l'occurrence le jeune est sans emploi, et à 300 € s'il a un job, donc même un mi-temps par exemple, ou s'il est rattaché au foyer fiscal de ses parents. Donc c'est cette idée, si vous voulez, précisément d'un contrat, de s'engager à faire quelque chose qui distingue ce revenu d'engagement des minima sociaux classiques, notamment le RSA, d'ailleurs, qui est d'un montant assez similaire. C'est 564 € le RSA, à comparer aux 500 € dont on pourrait bénéficier un jeune au maximum. Sauf que le RSA est actuellement fermé aux moins de 25 ans. Et il y a
beaucoup de voix qui s'élèvent à gauche depuis un petit moment déjà pour réclamer que les 18-24 ans puissent accéder au RSA, parce que les autres dispositifs qui leur sont ouverts, notamment la garantie jeune qui est ouverte qui avait été ouverte par François Hollande, exactement, sont jugées insuffisantes, que ce soit en montant ou en éligibilité. La garantie jeune, par exemple, c'est 100 000 bénéficiaires. On voit que les jeunes sont particulièrement touchés par la crise. Bref, il faut faire quelque chose. Le problème, c'est que généraliser le RSA, répondent tous ceux qui sont contre, en fait, c'est une solution de facilité, parce qu'on ne demande rien en contrepartie. Et c'est précisément sur ce point-là qu'Emmanuel Macron donc, apporte une réponse avec cette idée d'un revenu d'engagement. Alors, combien de jeunes seraient concernés ? Alors c'est là que, en fait, sur les estimations d'Éric, qui sont les estimations qui circulent, 1,5 milliard à 2 milliards par an, moi je suis un petit peu sceptique, je pense que ça va être un peu plus, parce que l'idée, c'est que ce dispositif cible tous les 18-25 ans, et notamment ce qu'on appelle les NEET. Vous savez, c'est un acronyme anglais, ça veut dire Not in Employment, in Education or Training. Donc des jeunes qui n'ont pas d'emploi, sans emploi, sans formation, qui n'ont pas de formation, sans diplôme. Voilà, ils sont sortis à 14 ou 16 ans de l'école, et ils n'ont rien dans les mains, en fait, et ils font rien. Ça fait 1 million de jeunes. Donc déjà, et le gouvernement souhaite étendre le revenu d'engagement aux 400 000 jeunes qui sont en emploi précaire. Donc ça vous fait 1,4 million. Je vous fais le calcul rapidement. 1,4 million à 300 euros par mois. Hein. Imaginons qu'ils sont tous à 300 euros, ça nous fait déjà 420 millions d'euros par mois. S'ils sont tous à 500 euros, ça fait 700 millions. Vous multipliez ça par 12, ça fait entre 5 milliards et 8 milliards 4 par an. Ça fait une belle ligne budgétaire quand même, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on n'est pas tout à fait sorti du quoi qu'il en coûte avec un tel dispositif. Philosophiquement, on a du mal en France à accepter d'aider directement les jeunes, j'ai l'impression. Cela vient d'où ? Oui, c'est tout le débat autour du RSA. Pourquoi en France refuse-t-on de l'étendre aux moins de 25 ans, alors qu'il y a des pays qui sont fréquemment cités en exemple pour leur capacité à intégrer les jeunes. Je pense par exemple au Danemark. Ils ont un revenu universel, les jeunes danois, qui peut monter jusqu'à 850 euros par mois. Vous entrez dans la majorité, vous êtes en études, automatiquement l'État danois vous verse un revenu qui s'échelonne évidemment. Hein. Ceux dont les parents ont des revenus importants, le revenu est faible, mais tout de même, ils l'ont. Donc, ils ont ce revenu universel. Pourquoi nous n'avons-nous pas ça ? Parce que philosophiquement, si vous voulez, en France, on considère que c'est à la famille de soutenir les jeunes. C'est pour ça qu'il y a tout un tas de... la demi-part fiscale, quand le jeune est rattaché au foyer fiscal de ses parents. C'est pour ça que les allocations familiales sont conditionnées au niveau de revenus des parents. Donc, vous voyez, philosophiquement, en France, on considère que c'est à la famille d'aider ces jeunes. Emmanuel Macron, si vous voulez, avec ce revenu d'engagement, il vient un petit peu bousculer ça, parce qu'il considère que le jeune, on le prend comme un individu autonome, déconnecté en partie de ses parents. Surtout après la crise sanitaire. Voilà, surtout après la crise sanitaire dont on l'a vu. C'est vrai que les jeunes sont plus touchés par la pauvreté, la précarité. Ils mettent fin parfois de manière précoce à leurs études à cause de ça, etc. etc. D'ailleurs, j'ajoute qu'il y a des dispositifs similaires qui existent au revenu d'engagement. L'Île-de-France, depuis 6 mois, a mis en place un revenu jeune actif. C'est 4 000 euros pour 6 mois. Si vous vous engagez à suivre une formation, on est peu à prou dans le ratio de 500 euros par mois. Alors qu'à Lyon, par exemple, ils testent un autre dispositif, un revenu précaire, 300 à 400 euros. Mais là, il n'y a pas d'engagement. On est plus dans une philosophie, si vous voulez, de minima sociaux. Voilà. On est quand même à une moyenne de 12-13% de NEET parmi les jeunes. Énorme. Une moyenne plus élevée par rapport au reste de l'Europe. C'est le double de la Suède, par exemple. Alors, est-ce que finalement c'est un bon coup pour le chef de l'État ? Il a bien joué sur ce coup-là ? Alors, d'un point de vue finances publiques, 5 à 8 milliards 4, estimation de coin de table. Évidemment, je pense que ça va être affiné, etc. Mais évidemment que c'est cher. Mais enfin, malgré tout, c'est quand même de l'investissement social. Si vous avez des jeunes derrière qui ont des carrières, qui payent des impôts, qui gagnent bien leur vie, c'est toujours plus rentable que d'avoir des gens qui, à 14 ans, sortent du système scolaire sans rien et qui, toute leur vie, vivront au crochet de la société. Après, évidemment, il va cocher des cases intéressantes, la case sociale, auprès des jeunes. Ça, je pense que c'est une mesure qui risque d'être assez populaire. Ça coupe l'herbe sous le pied à la gauche et son RSA jeune. Il y a quand même le risque que ça n'imprime pas. Qui se souvient qu'Emmanuel Macron a supprimé la taxe d'habitation ? Qui lui en est gré encore aujourd'hui ? Donc, Si, quand même, il y en a. Oui, quand même. Voilà. Oui, je crois. Et puis, c'est vrai, on est encore dans l'éternelle logique de pansement social, à la française, finalement. Et on fait ça depuis aujourd'hui 40 ans. Malgré tout, Emmanuel Macron, vous vous rappelez de sa phrase, il suffirait de traverser la rue pour trouver un job. Là, quelque part, il apporte un propre démenti à ce qu'il avait dit. Il y met un bémol. Reste à voir si ça fonctionnera. Moi, c'est toujours ça, je pense qu'il faut regarder, c'est est-ce que réellement ces NEET, ces gens qui n'ont pas d'emploi, ça leur remet le pied à l'étrier et ça les insère dans la société. C'est tout l'enjeu, finalement. C'est la bonne formule, finalement ? Moi, en écoutant Dimitri, je m'aperçois à quel point je suis français. C'est-à-dire que je pense, comme l'a dit Dimitri, que c'est à la famille de s'occuper des jeunes.
Deuxièmement, quand Dimitri, vous dites il y a un engagement de professionnalisation, d'insertion, de patati et patata, je vous rappelle quand même que le RSA signifie quoi? A de RSA, ça veut dire activité, quoi? Activité et 30% de ceux qui tout ça, doivent. c'est à chaque fois la même chose. Et 30% qui on met des acronymes ne demandent et pas. Finalement, ça se transforme en assistanat généralisé comme d'habitude. Bon. Donc, et vraiment, et en plus, il faut voir à qui ça s'adresse. Parce que les fameux NEETs, on voit bien à quelle population ça s'adresse. J'aimerais bien savoir qui va encore toucher ça. Moi, je pense que c'est de la démagogie électoraliste et rien d'autre. On va revenir là-dessus. Dans un instant, on va vous entendre sur le pass sanitaire avec Zemmour. Vous allez nous raconter comment vous avez passé cet été, est-ce que vous avez manifesté, vous allez nous dire tout ça. Marc Menant, juste avant, plongé dans ce 30 août 1483. Merci beaucoup, Dimitri. C'est la mort du roi de France, Louis XI. Ce roi à qui on doit la Bourgogne, la Franche-Comté, l'Artois. Il a quand même agrandi le pouvoir le pouvoir royal. Et il a imposé la paix. Il ne faut pas oublier que quand il succédera à son père c'est Charles VII. Charles VII qui est sauvé par Jeanne d'Arc, si je puis dire, et c'est la guerre avec les Anglais. Et il y a la guerre avec les Flandres, il y a la guerre avec l'Espagne, bref. Alors, les 3 dernières années de sa vie. Alors, les 3 dernières années de sa vie, c'est un homme, rappelons, il est considéré comme étant particulièrement machiavélique, d'ailleurs on l'a surnommé l'araignée, capable du pire par rapport à ceux qui cherchent à lui nuire, et ils sont nombreux. Son pouvoir ne tient parfois qu'à quelques flèches bien décochées pour aller contre ceux qui l'ont menacé. Bref, il les enferme dans des cages, on connaît ces images, le gars ne peut même pas se redresser, c'est les souffrances les plus atroces. Et puis soudain, il se dit, il a été assez puni comme ça, voyons s'il peut se redresser, et on ouvre la cage. Voilà, c'est un personnage qui a des côtés horribles, très ouvert sur la culture. C'est un homme qui s'intéresse aux langues, qui s'intéresse à l'histoire, qui s'intéresse aux livres, il a une très belle bibliothèque. Alors, là, en 83... il n'est plus vraiment dans cet emballement intellectuel. Cet homme est en décrépitude depuis 4 bonnes années, mais ça s'est vraiment, malheureusement pour lui, accentué en 1481. Le soir, on fait bonbon, ça faut dire qu'à table, il n'est pas maladroit. Ouh là là, la fourchette, elle est frénétique. On a également les musiques qui jouent, il se laisse emporter, soudain, paf, il s'effondre. Il avait déjà eu une alerte en 79, une hémorragie cérébrale sans doute, il s'en était remis un tout petit peu, et là le voilà. On sent bien qu'il est encore conscient, mais il n'y a plus la possibilité de parler, on estime qu'il est sans doute dans un brouillard, il n'y a plus que les yeux qui s'agitent, et au bout d'un moment, il en sort, il remontera à cheval, pour aller où? Eh bien il a compris que sa situation n'était pas véritablement fringante, qu'il y avait sans doute une menace de trépasse, ça lui rend malade. Cet homme-là, il va sur ses 60 ans, il n'a qu'une obsession, c'est prolonger l'existence. Il a beau passer sa vie en génuflexion, sa vie en prière, avec partout les petites saintes vierges et autres, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas pressé de rejoindre le paradis. Alors il veut vivre très longtemps. Et le mieux, c'est encore de faire appel à la Vierge Noire, je dirais, qui se trouve à la chapelle de Cléry. C'est là qu'il l'a rencontrée quand il était tout petit. C'est une vierge. On pense même qu'elle était là du temps des premiers chrétiens sous les Romains. Et cette vierge toute patinée en bois, elle l'a noircie. Et quand il était gamin, perdu, avec personne autour de lui, il était là. Il lui marmonnait, c'était sa confidente. Alors, il faut qu'il la retrouve. Un médecin va s'emparer de lui. Lui qui n'a jamais accepté la moindre contrainte, soudain, il est sous la férule de Jacques Coictier. À Coictier. Il est tellement féroce avec lui qu'il en perd tout son contrôle. Il l'érigera même président du Parlement. C'est pour dire la puissance de cet homme. Et alors là, dans sa folie, eh bien le voilà, qui n'arrête de faire des offrandes. Il se bat pour obtenir des reliques de partout. Fait venir de Rome le fameux corporal. C'est quoi le corporal? C'est le linge de la dernière messe où théoriquement Saint-Pierre a tenu l'office. Et ça, c'est au Vatican. Eh bien, il le fait venir. Il obtient aussi que l'on fasse de partout ces reliques puissent
s'entasser dans sa chambre. Et également, il exige qu'il y ait un ermite qui s'appelle François de Paul. François de Paul, il est sur son rocher depuis des années, mais cet homme-là, forcément, il tutoie les cieux, ça serait sans doute une bonne aide. Il le fait venir de Calabre, il cheminera des mois et des mois, le voilà, et là, il s'effondre devant lui comme s'il était le dernier des pèlerins. Malheureusement, tout ça ne servira à rien. Il a la compagnie des animaux, il est complètement fou, hein. C'est-à-dire qu'il a ses chevaux, il a les chiens, les lévriers qu'il a toujours eu à ses côtés, mais là, des volières, des rennes, des mules. Il fait venir les plus beaux animaux du monde. Il est tout seul, enfermé dans sa forteresse. Et puis, eh bien, en ce 30 août, 1480. eh bien, voilà, soudain, il sent que les forces déclinent. Le médecin lui dit, c'est perdu, dis-nous encore un moment. Néanmoins, il demande le Saint-Sacrement. Il se confesse. Et le soir, il s'éteint en paix. Eh bien, comme cette paix qu'il a imposée sur le royaume. Éric Zemmour. Oui, pour moi, Louis XI, j'avais lu quand j'étais jeune le fameux livre de l'historien américain Kendall qui m'avait complètement fasciné. Formidable. Ah, formidable, bah oui. Et c'est un type, effectivement, c'est le contraire. Vous savez, d'habitude, les rois de France, ils ont toujours ce modèle un peu de François Ier, c'est-à-dire ils se prennent pour des chevaliers, etc. Et lui, pas du tout. Lui, c'est déjà un moderne, en fait. Il est un peu comme Charles Quint, c'est-à-dire c'est des types, c'est des calculateurs, c'est déjà des hommes qu'on comprendrait aujourd'hui. Mais il a fallu qu'il se batte avec son père, il a fait la guerre avec son père. T'as un véritable... On en a parlé dans la belle histoire de France. C'est News Et Replay. ce sens-là, il est intéressant parce qu'il est très moderne, au sens où... je passe sur les persécutions et les violences, mais à part ça, son esprit est très moderne. Il voit que ça peut être la stratégie, l'organisation, etc. Qui peuvent, voilà. Il invente la poste. Merci. Ah oui, je savais pas. Alors, Éric Zemmour, passe sanitaire, on va en parler maintenant. Merci beaucoup, hein, mon cher Marc. La mise en place du passe sanitaire et la résistance opposée d'une certaine partie de la population hostile à cette obligation. Éric Zemmour, pourquoi une telle réaction ? Qui sont ces personnes qui refusent justement cette politique anti-Covid du gouvernement ? Alors, pourquoi cette réaction et qui sont-ils ? Vos deux questions. Pourquoi cette réaction ? Je pense que cette réaction vient du comportement du gouvernement et du président Emmanuel Macron. Je pense que depuis 2 ans, ils n'ont cessé de changer d'avis, de se contredire, de se tromper, de mentir aux gens. Je ne répéterai jamais assez le comportement absolument scandaleux de Sibeth Ndiaye, qui était porte-parole du gouvernement, et qui nous expliquait avec des rires idiots qu'elle ne savait pas mettre un masque. Il faut quand même se souvenir de ça. Dans le genre foutage de gueule, on n'a pas fait mieux. Parce que quand on sait maintenant que le masque, on le met en 10 secondes, je pense que vraiment, je pense que le gouvernement n'a pas cessé de payer ça. Vous vous souvenez, les masques n'étaient pas utiles, après ils étaient indispensables, et tout a été comme ça. Après, on nous a dit qu'il y avait assez de lits de réanimation, après on nous a dit que c'était une catastrophe parce qu'il n'y en avait pas assez et que donc il fallait enfermer tout le monde, etc., etc. Vous vous souvenez, toutes ces palinodies gouvernementales. Et donc, arrivé au bout de 2 ans, eh ben, il y a une partie des gens qui se disent « Moi, j'ai pas confiance dans ces gouvernants. J'ai pas confiance. » Ils nous disent que le vaccin va être formidable. Ils nous disent que le pass sanitaire, c'est très bien. Après nous avoir dit qu'il n'y aurait jamais de vaccination obligatoire et jamais de pass sanitaire. Donc, vous voyez, les gens se regimbent contre cette gestion qui est vraiment acrobatique. Et en plus, quand ils râlent, ils reçoivent le mépris de la Macronie, qui les traite comme des moins que rien. Ça m'a rappelé les Gilets jaunes. Vous vous souvenez, les invectives dont ils subissaient quotidiennement la charge. Et là, d'ailleurs, et c'est votre deuxième question, qui sont-ils ? J'ai lu pendant l'été remarquable étude de Jérôme Fourquet, vous avez dû la lire aussi, qui explique bien que les gens qui protestent contre le pass sanitaire et contre la vaccination, qui ne sont pas forcément les mêmes, c'est une vieille discussion que j'avais eue avec Marc, je me souviens, avant les vacances. Il faut les distinguer, ça aussi, on les met tous dans le même sac bêtement et de façon méprisante, mais c'est pas la même chose. Et j'avais lu donc dans l'étude de Fourquet qu'il expliquait très bien que ces gens-là étaient très proches des Gilets jaunes, qu'il y avait en plus des jeunes diplômés, etc., qu'il y avait deux, en fait, en gros, la typologie, ils mettaient une espèce d'écologisme de gauche, hein, et je dirais, des anarchistes de droite, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas se soumettre à des injonctions étatiques et qui veulent défendre leurs responsabilités.
On voit bien d'ailleurs que c'est le triptyque, ça va plaire à Marc, c'est liberté, égalité. C'est-à-dire liberté, on fait ce qu'on veut, égalité, on ne sépare pas les gens selon qu'ils ont le pass sanitaire ou pas. On voit bien ces moteurs. Maintenant, si vous voulez, je pense que tout le monde est à contre-emploi. Parce qu'après tout, cette discussion, c'est pour ça que j'ai commencé par le mépris et le dédain, cette discussion est légitime. C'est-à-dire, en gros, c'est une discussion éternelle en démocratie entre la proportion entre la liberté et les contraintes. On sait bien qu'il faut des contraintes pour gouverner. Georges Pompidou disait « gouverner, c'est contraindre ». Et en même temps, on sait bien aussi que la France, c'est le pays de la liberté. Un franc, ça voulait dire libre. Et en même temps, c'est le pays de la Révolution française, etc. Donc, vous voyez, cet équilibre entre la liberté et la contrainte selon pour poursuivre l'intérêt général, c'est tout à fait légitime. Cette discussion est tout à fait légitime. Elle n'a rien... Il n'y a pas d'un côté les sachants et de l'autre les ignorants. Vous voyez, c'est ça qui m'a agacé pendant tout cet été. C'est que moi, j'entends très bien la discussion. Elle est tout à fait légitime. D'ailleurs, on va l'approfondir. Le vaccin, par exemple. Allons-y, le vaccin. J'ai lu, j'ai pris une dose. Je précise, comme moi j'avais déjà le Covid, donc une dose m'avait suffi et m'avait ouvert le droit au pass sanitaire. Monsieur est vacciné. Monsieur est vacciné. Bon, je précise parce que... Donc, le vaccin, je crois avoir compris. Il y a deux choses différentes. Si j'ai bien compris, je parle sous le contrôle de Marc et des téléspectateurs qui vont immédiatement téléphoner. Le vaccin permet de se protéger contre les formes les plus graves. Mais en revanche, ce que j'ai compris aussi et qu'on ne nous dit pas, c'est que la charge virale de quelqu'un de vacciné est quasiment la même que quelqu'un, enfin de vacciné contaminé, est pratiquement la même que celle du contaminé qui n'est pas vacciné. Et parfois, on dit même plus. Vous voyez. Donc si je comprends bien, le gouvernement nous dit c'est un geste altruiste, c'est pour protéger les autres. C'est le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, on se protège soi, puisqu'on n'a pas les formes les plus graves, mais on ne protège absolument pas les autres, puisqu'on peut les contaminer, qu'on soit vacciné ou pas vacciné. Donc là, vous voyez, on peut au moins discuter sur le pass sanitaire, par exemple. On peut au moins discuter, puisque on voit bien que si je suis vacciné et que j'ai le Covid, avec mon pass sanitaire, je rentre, mais je peux contaminer comme quelqu'un qui ne rentrera pas, puisqu'il n'a pas le pass sanitaire. Vous voyez, au moins, ça légitime une discussion entre gens responsables et cohérents. Vous voyez, ça me sidère, cette montée aux extrêmes et cette montée du mépris pour les abrutis qui manifestent, etc. Je trouve ça assez scandaleux. Vous voyez, donc voilà, c'était ça mon regard sur cet été, ces manifestations, etc. On aura l'occasion d'en parler, de toute façon, tous les gens qui viennent, j'imagine. Figure emblématique, Éric Zemmour, de l'opposition à la politique sanitaire du gouvernement, c'est le professeur. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je voudrais rajouter quelque chose. Si vous me permettez, j'ai le temps ou... Non, mais si j'ai pas le temps... on va le prendre, vous me dites. on a peu de Non, temps, parce que je voulais continuer sur les fronts renversés. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'a frappé aussi dans cette histoire. C'est que, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens de droite qui manifestaient pour la liberté, etc. Et je les trouvais un peu à front renversé, puisque la droite, normalement, c'est l'ordre. C'est justement la fameuse phrase de Pompidou, qui est l'incarnation de l'homme de droite. Gouverner, c'est contraindre. Donc, vous voyez, mais en face, on est aussi à front renversé. Parce qu'Emmanuel Macron, il incarne normalement le libéral. Et je dirais même le libertaire. C'était son angle, c'était son axe sociologique et idéologique en 2017. Et là, il est dans la posture du type qui veut contraindre. Ça, Deuxièmement, vous avez remarqué, il y a quelque chose qui m'a frappé. Les grands juges, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. On nous dit l'État de droit, c'est pour protéger les libertés. Vous avez remarqué que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État n'ont rien protégé du tout. Et qu'ils ont, au contraire, avalisé la politique du gouvernement. Ils auraient pu monter sur leurs grands chevaux et dire qu'au nom de la liberté, ils n'autorisaient pas cela. Pas du tout. Sauf les tribunaux administratifs. Mais le Conseil d'État, oui, le tribunal administratif, mais cassé mais le Conseil d'État va les casser, évidemment. Donc c'est très intéressant de voir que quand, vous savez, j'en parle souvent, sur l'immigration, alors là, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État s'érigent en défenseurs de la liberté. On ne peut pas arrêter le regroupement familial, etc., même quand le gouvernement l'a voulu pendant l'épidémie. Mais pour les Français, alors là,
le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État sont aux abonnés absents. Je pense que c'est très intéressant pour les discussions futures sur l'état de droit, etc. Voilà, je voulais dire ça. Et je finis simplement. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un piège qui est tendu aux manifestants. On l'a vu quand le gouvernement et les médias ont sauté sur l'occasion d'une fille là, avec son panneau soi-disant antisémite. Oui, je ne sais rien s'il était antisémite ou pas. J'avoue que ça me paraît tellement dérisoire. Il y avait Macron, il y avait le nom de Macron aussi. Qu'est-ce qui vous a gêné? Non, ce qui m'a gêné, c'est la récupération. C'est qu'on a voulu faire de tous les manifestants des antisémites, des fascistes, etc. C'est toujours le même cirque, vous comprenez? Et ça, je me dis, là, ne tombons pas dans le panneau. Ne permettons pas au gouvernement et à Emmanuel Macron de passer pour l'homme d'ordre qu'il n'est pas, et pour le pourfendeur d'un fascisme et d'un antisémitisme qui n'existe pas. Moi, si vous voulez, des manifestations, j'en aurais aimé pour d'abord le confinement. Je pense que là, il y avait vraiment une atteinte aux libertés. Je me souviens que Marc pestait contre cela. Et puis contre d'autres thèmes. Pour le masque, on l'a vu dans d'autres pays, pas en France. Exactement. Un petit mot sur Didier Raoult, qui est quand même la figure de l'opposition politique sanitaire du gouvernement, qui, âgé de 69 ans, va prendre sa retraite. Il va quitter d'ici peu donc l'IHU qu'il a lui-même créé. Quel bilan a tiré de son action pendant la crise sanitaire? Que dire de ce départ aux allures de sanctions, on peut le dire? Je pense que vraiment Didier Raoult subit la vindicte de l'establishment médical et gouvernemental. Ça au moins c'est clair. Je ne sais pas s'il avait raison, s'il avait tort sur toutes les discussions sur, vous savez, son médicament, son traitement, etc. Je n'ai pas la compétence suffisante. Ce que je sais, c'est que les autorités et l'establishment médical a été prêt à tout pour dénigrer ce traitement. Souvenez-vous de l'étude bidon de Lancet qui montrait soi-disant que ce n'était pas du tout efficace, etc. On a découvert très vite que c'était une étude bidon. C'est quand même incroyable. Moi, encore une fois, je n'ai pas la compétence pour savoir, vous voyez, s'il a raison ou tort là-dessus. Mais je vois que les autres se permettent tout pour le démolir. Moi, je pense qu'il a eu le mérite, par exemple, de dire et de légitimer quelque chose qui m'est cher, c'est qu'il a bien expliqué que la première mesure efficace contre l'épidémie, c'est la fermeture des frontières. Et que le gouvernement a méprisé cette mesure. Et je pense qu'il a raison. Donc, si vous voulez, il a incarné... alors avec ses qualités, ses défauts, on a tous des qualités et des défauts, il a incarné la rébellion contre un establishment médical qu'il a accusé de façon violente de corruption. Je pense que c'est quand même le fond de l'affaire. Alors est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Encore une fois, je n'en sais rien, je n'ai pas... Ce que je sais, c'est ce que j'ai lu, c'est qu'effectivement l'industrie pharmaceutique n'est pas avare, de subventions généreuses et de cadeaux somptuaires. Donc les dangers de corruption sont très importants dans ce milieu. Et là, je vois bien qu'il y a un affrontement terrible entre beaucoup de gens et Didier Raoult. On ne va pas terminer sans poser une dernière petite question, puisque une majorité de Français se sont fait vacciner. On va dire même que Emmanuel Macron, il a gagné son pari, 50 millions de Français vaccinés à la fin de l'été. La plupart des commerçants jouent le jeu du pass sanitaire. Est-ce que ce n'est pas une victoire finalement pour le gouvernement dans sa gestion de l'épidémie? Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler, je le disais en titre, de police de la santé finalement? C'est une incontestable victoire politique. C'est-à-dire qu'il a une énorme majorité, 70 ou 80% de gens qui sont désormais pour, évidemment, quand on est vacciné, on est plus enclin à supporter le pass sanitaire. Donc, c'est une victoire politique. Mais, il y a un mais, il y a même 2 mais, si vous me permettez, si j'ai 2 minutes. Le premier mais, c'est qu'on a vu que la vaccination était beaucoup moins efficace qu'on ne le dit. On a vu dans des pays hyper vaccinés comme Israël ou le Royaume-Uni qu'en vérité... Ou l'Islande, oui. Qu'en vérité, la protection s'est réduite. Contre le virus. Donc ça, on voit bien qu'il va falloir rendre des comptes de ça. Ce n'est pas la panacée qu'on attendait, qu'on nous avait présentée. Une erreur de plus. Et deuxièmement, je pense que la question des dangers de la technologie doit être posée. C'est-à-dire que ce pass sanitaire
on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas quelles données on va avoir. Vous savez, il y a un vrai... je vous ai dit avant les vacances que jamais dans nos pays on aurait confiné tout le monde si les Chinois ne l'avaient pas fait. Et vous vous souvenez, je vous avais dit, ça prouve que l'influence chinoise sur le 21e siècle, exactement comme l'influence américaine est née à la fin de la Première Guerre mondiale et que les esprits les plus éveillés, comme Paul Morand, comme Paul Valéry, ont tout de suite vu que l'Amérique allait dominer, vous voyez, idéologiquement déjà, avant même économiquement, militairement, etc., le XXe siècle. Et là, on voit bien dans cette imitation du modèle chinois que la Chine va imposer son modèle, et c'est catastrophique. Pour revenir au pass sanitaire, on connaît le modèle chinois, c'est le modèle du crédit social. Vous savez, c'est-à-dire qu'on vous dit, vous avez des points, et on vous dit, ah bah là, vous avez dit ça, vous avez fait ça, vous n'avez pas payé vos contraventions, donc vous n'avez pas le droit au logement social, vous n'avez pas le droit à ceci, vous n'avez pas le droit à cela. Je ne dis pas qu'on va faire ça avec le pass sanitaire, je ne dis pas ça. Mais je dis qu'il y a un danger et qu'il faut y réfléchir ensemble et qu'encore une fois, ce n'est pas indécent ni scandaleux de voir ça et de voir le problème que cela peut se poser. Merci beaucoup, Éric Zemmour. Merci. On voit qu'il y a beaucoup de choses encore à dire sur ce sujet, l'Afghanistan, bien d'autres sujets. Demain, on vous retrouve à 19h pour votre anniversaire. J'ai un petit cadeau pour vous, peut-être pour les autres aussi. Demain. Ah non, rien ce soir. Moi, je suis un Méditerranéen, donc demain. faut pas faire des coups comme ça. Allez, à demain, 19h tout de suite, Pascal Pro et ses invités.